Est-ce que tu t'es déjà moqué de l'accent du Sud bien prononcé de ton collègue ou de ton camarade de classe? Ou de son accent du Nord d'ailleurs. Est-ce que t'as tendance à faire remarquer aux gens et à les reprendre quand ils font des fautes? Que ce soit à l'écrit, ou même des fautes de français à l'oral. Eh ben, permets-moi de te dire que tu es probablement glottophobe. Ouais, t'es glottophobe, ma sœur. Alors, le but de cette vidéo ne va pas être de vous faire une leçon de morale, hein, vous êtes des grandes personnes, mais simplement de vous expliquer en quoi la glottophobie est problématique et pourquoi il peut être intelligent d'essayer de se remettre en question et de réfléchir à nos façons de faire. Et je vais aussi vous expliquer ce que c'est la glottophobie, au passage. C'est une vidéo sociolinguistique aujourd'hui, j'adore. On est tous et toutes, ou on a tous et toutes été glottophobes. Je vais pas vous mytho et je vais pas prétendre que je suis meilleure qu'une autre. Je me suis moquée de l'accent du Sud de ma mère pendant des années. À une époque, je riais beaucoup de certaines tournures de phrases maladroites. Et il m'arrive encore, hein, d'ailleurs, de le faire, sans doute. Même si je passe mon temps à dire que c'est pas bien. Alors c'est jamais méchant, bien sûr, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Je pars de ce constat pour vous mettre à l'aise et pour bien vous montrer que je viens en paix. Mais avant ça, laisse-moi te présenter le sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Babbel, un site ou une appli qui te propose d'apprendre une langue parmi les 14 proposées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les méthodes d'apprentissage, elles sont variées, donc elles peuvent en fait correspondre à peu près à tous les profils d'apprenants. Si t'aimes apprendre en immersion, en discutant directement avec des natifs, eh ben c'est possible, en rejoignant une classe sur la thématique de ton choix. Mais si t'as de l'anxiété sociale ou juste la flemme de parler à des gens, bah tu peux opter pour les leçons programmées dans l'appli qui te permettent d'avancer pas à pas. Alors t'as aussi la méthode ludique avec des jeux pour tester tes connaissances, et l'accès au Babbel Magazine pour en apprendre davantage sur la langue à laquelle tu t'intéresses, donc hyper cool pour ta culture personnelle et pour l'ouverture d'esprit, on n'hésite surtout pas. Les exercices sont variés et complets puisque tu peux t'entraîner aussi bien à lire, à écrire, qu'à comprendre à l'oral et à prononcer. Il y a un système de reconnaissance vocale très pratique. Bah tiens, je te montre un exemple. Alors moi j'ai choisi le russe, j'en suis à la leçon 9. Bonjour Athéna, ils sont polis. Directeur. Alors attends. Directeur. Director. Apparemment je l'ai bien dit. Taxiste. Taxiste. Bref, t'as compris l'idée. T'as même un carnet de vocabulaire dans l'appli qui recense tous les mots que t'as appris jusqu'à présent avec leur prononciation, donc ça te permet de faire des petites piqûres de rappel si besoin, c'est assez pratique. Et j'ai une offre pour toi puisque tu vas pouvoir bénéficier de 50% à vie sur Babbel, rien que ça, et pour ça il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Alors merci Babbel de nous permettre d'apprendre et de nous ouvrir au monde. Je rappelle qu'apprendre une langue, hein, c'est aussi toujours apprendre une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir et de percevoir le monde, donc c'est un apprentissage qu'on ne regrette jamais. 0% des apprenants ont regretté. Source, moi-même. Donc merci pour ça Babbel et merci de sponsoriser cette vidéo. Alors la glottophobie, c'est quoi? Alors le mot glottophobie déjà, il a été forgé en 1998 par Philippe Blanchet, un sociolinguiste qui est spécialiste de la langue provençale et donc de la discrimination linguistique. Il définit le terme glottophobie de la façon suivante. Le mépris, la haine, l'agression, le rejet, l'exclusion de personnes. Discrimination négative, effectivement ou prétendument fondée sur le fait de considérer incorrectes, inférieures, mauvaises, certaines formes linguistiques, perçues comme des langues, des dialectes ou des usages de langue, usités par ces personnes, en général en focalisant sur les formes linguistiques et sans toujours avoir pleinement conscience de l'ampleur des effets produits sur les personnes. C'est long, Philippe. Alors il y a plusieurs choses à analyser de près dans cette situation parce qu'elle est très complète et elle est très intéressante. Mépris, haine, agression, rejet, exclusion, ce sont des mots forts et on peut se dire là... Ah oui, mais moi quand je taquine ma mère avec son accent du Sud, bah c'est pas du tout ça. Mépris, haine, agression, non, c'est pas ce que je fais. Donc c'est beau, je suis pas glottophobe. Ça c'est vraiment un truc d'humain de chercher à se déculpabiliser à la vitesse de l'éclair. Alors faut qu'on arrête avec ça, c'est chiant, vraiment. Le fait de se moquer, même gentiment, d'un accent. Est-ce que ça ne rentre pas dans le mépris? Est-ce que c'est pas une forme d'exclusion? J'interroge, hein, vraiment. Même chose, on peut répondre... Ah non, aucun mépris de ma part, je considère pas l'accent du Sud comme étant inférieur d'ailleurs. Ok, très bien si tu veux, mais que je le veuille ou non, me moquer de l'accent du Sud de ma mère, même avec toute la bienveillance du monde, c'est une forme d'exclusion. Puisque c'est déjà une façon de dire... Ah, ta façon de parler, elle est pas comme la mienne, et elle est pas comme la majorité des Français, ton accent il est drôle, il me fait rire, donc il est un peu bizarre finalement. Et que ce soit méchant ou pas, en fait on s'en fout, c'est pas tellement ça la question. Ça reste une façon de signifier à l'autre qu'il est différent et donc risible. D'ailleurs sa définition est claire, hein, il dit bien effectivement ou prétendument, fondée sur le fait de considérer comme inférieures certaines formes linguistiques. Effectivement ou prétendument, c'est-à-dire que ce soit le cas ou non, qu'on les considère réellement comme inférieurs ou non. Donc tu peux dire autant de fois que tu veux que non c'est pas méchant et que même tu en ris parce que tu trouves ça mignon et attendrissant, bah non ça reste discriminant, et c'est même limite infantilisant là. Alors je vous vois arriver hein, les on peut plus rien dire,
partez. Si c'est ce on peut plus rien dire qui vous vient à l'idée quand vous m'entendez dire ça, c'est que vous passez vraiment à côté de ce que j'essaie de dire dans cette vidéo, et ça m'embêterait que vous passiez à côté, donc je vais vraiment essayer d'être très claire, parce que la langue, elle permet de comprendre beaucoup de choses sur nos sociétés et sur ces rapports de domination. Oui, j'adore la sociolinguistique. Et en fait, quand on commence à s'intéresser à ces questions linguistiques, ça nous fait partir dans des recherches qui touchent à plein de domaines. La géographie, bien sûr, mais aussi l'histoire, la socio, les sciences cognitives, et c'est ça que je trouve passionnant dans ce métier. Alors un peu d'histoire justement pour commencer. Selon Philippe Blanchet, la glottophobie, elle naît au XVIIe siècle. Tu sais, c'est l'époque où le français s'uniformise, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. On cherche à donner tout son lustre, toute sa grandeur à la langue française. Et d'ailleurs, en fait, dès 1539, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, le français devient langue officielle de l'administration, non plus le latin. Et la conséquence de ça, c'est que les langues régionales, elles vont être reléguées au second rang. Donc ça va déjà créer une hiérarchie entre le bon français, langue des élites, et le français secondaire, celui des régions. Alors attention, la glottophobie, c'est pas un phénomène uniquement français. Au Québec, on parle non pas de glottophobie, mais de linguisme, d'autant que la défense de la francophonie, elle est très importante là-bas. Et au Brésil, par exemple, on va parler de préjugés linguistiques. C'est une notion qui a été mise au point par le linguiste Marcos Bagno, je sais pas si on prononce comme ça, qui travaille sur ce sujet justement. Et cette discrimination linguistique, elle peut prendre des proportions énormes. Pensons aux Catalans, qui étaient interdits sous Franco. Pensons aux Ouïghours en Chine, puisque depuis les années 90, la langue ouïghour est bannie de l'enseignement, on n'a même pas le droit de la parler à l'école ou dans certaines professions. Il me semble que c'est également le cas de la langue kurde, mais je n'ai pas creusé les recherches, donc je dis que je suis pas totalement sûre. Voilà, je préfère être claire. Tout ça, c'est évidemment très politique. La langue, elle est politique. Nos pratiques linguistiques le sont tout autant. Je fais que le répéter et je pense que vous commencez à comprendre. Alors ça, c'était pour les langues, mais la glottophobie, elle touche aussi la discrimination des accents, qui est proche finalement, puisque l'accent trahit quelque chose. Notre accent, il trahit une origine ethnique, géographique ou sociale. L'accent, c'est vraiment un marqueur fort. En quelques mots, on peut directement être identifié comme appartenant à tel groupe. T'as tout grabouillé tes cahiers? Tiens, il vient du Nord. Mais moi je suis en vacances là sur la Côte d'Azur. Tiens, elle est belge. C'est une petite bicoque sans prétention, d'accord? Tiens, elle vient d'un milieu social élevé. Il suffit de quelques mots pour que déjà, on sache à quel groupe vous appartenez. Même si elles sont largement minoritaires, on connaît quelques personnalités françaises qui ont un accent. Et souvent, vous allez me dire, c'est pas discriminant parce qu'on en a justement une image positive. Parce que oui, je suis complètement d'accord avec vous, on va pas se mentir. Le fait d'avoir un accent, ça peut vraiment augmenter le capital sympathie, surtout dans le monde du sport, le rugby forcément, mais aussi le foot. Si on se souvient de René Malville, qu'on connaissait pour ses chroniques La Minute de René. Salut les enfants, vous avez vu, on a gagné, hein? Pensons encore à Francis Cabrel et à son accent chantant. Tranquille. Ou même à Jean Lassalle, qui, qu'on le veuille ou non, a fait parler de lui sur la scène politique, pour ses phrases insolites, certes, mais surtout pour son inimitable accent du Béarn. Une idée m'est venue subitement. Enfin... Mais si on est honnête 2 minutes, on reconnaîtra que ça n'est pas un plus pour tous les métiers. Alors pour le sport, le divertissement, c'est la franche camaraderie, c'est sympa. Mais pour la politique, aux yeux ou plutôt aux oreilles des gens, ça rend sympa certes, mais peu crédible. Pour présenter le JT, on n'a jamais vu une personne avec un accent. Ce sont des postes qui impliquent une norme linguistique à respecter. Deuxième chose, tous les accents ne se valent pas. En France, on va se pâmer devant votre accent chantant, on va s'amuser devant un accent ch'ti, mais beaucoup moins dès qu'un jeune de cité s'exprime. Ah, les jeunes de banlieue, pauvre France. Et même si on s'ouvre sur l'étranger, on va trouver trop mignon un accent américain ou un accent espagnol, mais beaucoup moins un accent algérien. Sauf, on me posait la question, on répondait la vérité, Quand je dis on, je parle pas de moi, mais t'as compris. De la même manière, on se moquera très aisément d'un accent congolais ou vietnamien. Je peux dire que vraiment, quand nous regardons les chemins. Alors qu'un accent british, ah là là, qu'est-ce que c'est chic. Comment vous faites ton café, c'est délicieux. Ça c'est bien. Vous voyez, tous les accents ne sont pas à la même enseigne. Donc la glottophobie, elle est bien sûr très souvent teintée de racisme et de mépris de classe. CF, le charabia d'Éric Zemmour sur l'affrication, vous vous en souvenez? Ouais, je sais, on préférerait avoir oublié. Un accent, c'est tout aussi fort d'un point de vue du marquage qu'un nom de famille ou un prénom. On entend parfaitement qu'une personne qui a un prénom à consonance maghrébine sera discriminée au moment de chercher à louer un appart, par exemple. C'est un fait, ça a été prouvé à multiples reprises. Si tu t'appelles Jérôme, mais que t'as un accent marocain, ça sera le même tarot. Prends ça, Jérôme. Selon une étude IFOP qui a été menée en 2020, 16% des Françaises et des Français disent avoir été discriminés à l'embauche à cause de leur accent. Et si on fait preuve d'un minimum d'honnêteté, on les croira sans trop de problèmes, on s'en doute. Alors si tu fais partie de ces irréductibles sceptiques qui vont dire « Non mais les gens se pensent discriminés mais on sait pas si c'est vraiment l'accent qui a posé problème »,
peut-être qu'il était juste pas très poli. Il a pas eu le poste, mais c'est pas à cause de son accent, peut-être qu'il était juste pas compétent. Si t'es en train de te dire ça au moment où tu m'écoutes, c'est que tu vis probablement dans une grotte et que cette grotte s'appelle mauvaise foi. Alors douter, c'est bien, hein, c'est très bien, mais là bon, douter pour douter, c'est juste être climato-sceptique à ce stade, donc tu peux partir. La glottophobie, c'est aussi rejeter celui qui parle différemment parce qu'il fait des fautes ou utilise un vocabulaire particulier. Et par particulier, j'entends qui s'éloigne de la norme, hein, bien sûr. Et donc qui marque notre appartenance à un certain groupe social. Exemple, les jeunes, groupe social, jeunes, qui utilisent leur vocabulaire bien à eux. Quand une personne plus âgée entend ça et ne comprend pas, souvent le premier réflexe va être de rejeter et de considérer cette façon de parler comme inférieure parce que non comprise. C'est toi qui comprends pas, mais c'est l'autre qui est inférieur. C'est gaufrette quand même quand on y pense. On l'a énormément vu en France avec l'interminable polémique autour d'Aya Nakamura. C'est long, on aimerait que ça prenne fin. Laissez Aya tranquille, s'il vous plaît. Et comme l'explique Philippe Blanchet, cela vient du mythe très présent dans le monde francophone que pour se comprendre, il faut parler une langue commune. Or, quand on observe le fonctionnement des interactions dans la vie ordinaire, on se rend compte que la diversité linguistique est toujours présente et que ça ne crée pas d'obstacle. Oui, on arrive à communiquer. Merci Fifi, j'aurais pas dit mieux. Vous avez remarqué, hein, j'aime bien Philippe Blanchet. Alors que fait-on? Eh bien on lutte contre la glottophobie. Alors cette lutte, elle peut prendre plusieurs formes. On peut faire passer des lois, comme l'a fait le député Christophe Euzet en 2020, en proposant la loi contre la discrimination fondée sur l'accent, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale d'ailleurs. On peut aussi lutter en parlant, ce que je suis en train de faire là, par exemple. Et chacun et chacune à son échelle doit pas hésiter à reprendre les autres et à expliquer en quoi ces comportements de rejet sont discriminants. Alors, on n'hésite pas à mettre à l'aise aussi les personnes qui complexent parce que oh, moi tu sais, je fais plein de fautes, j'ose pas trop parler à l'oral, je m'exprime pas très bien. Peut-être, mais ce que t'as à dire, ça reste légitime et il faut surtout pas s'auto-censurer. Alors on évite aussi évidemment de se moquer, même gentiment, CF le début de la vidéo, pardon maman, je le ferai plus. Et on travaille à faire vivre notre diversité linguistique, qui de toute façon est bien là. Alors plutôt que de vouloir tout uniformiser, tout lisser coûte que coûte, on se contente de suivre le courant et de voir, année après année, où toutes ces belles évolutions et cette diversité nous mèneront. Ouais, t'as vu, j'ai voulu finir sur un truc un peu poétique, inspirant. Mais ceci dit, je le pense totalement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu es un peu glottophobe sur les bords, comme un peu tout le monde en fait, hein, donc il y aura pas de jugement. Mais dis-moi plutôt comment ça se manifeste chez toi. C'est toujours intéressant d'analyser nos propres biais et de les remettre en question. Je te dis à très vite. La bise. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait un 360 de mes cheveux. J'espère qu'il n'y a pas de... Ouais, bref. Bise.